Et nous sommes samedi, vous l'imaginez, on passe maintenant à la page culture de ce 20h. Le stade municipal de Boundiali abrite depuis quelques jours les concerts du festival Diéguélé, festival international du balafon, et plusieurs artistes ivoiriens burkinabés font montre de leur talent. L'apothéose est prévue aujourd'hui et nous rapporte Issa Tchunayeo et Ngata Kwame sur place. Boundiali, la capitale de la Bagoué, vit au rythme du balafon. Au stade municipal de la ville, une brochette d'artistes venus de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso donne de la voix et du rythme au festival Diéguélé, festival international du balafon. Neko Bala, enseignant à l'école de musique à l'INSAC, est l'une des attractions de ce festival Diéguélé 7, montre sa maîtrise de l'instrument traditionnel, patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO, à la grande joie du public. Le balafon, ça rassemble. Si le festival de Diéguélé ne s'organisait pas, je pense que peut-être à pareil moment, le coin serait calme et puis il n'y a pas d'activité, rien du tout. Tout ce qui est festival, surtout festival international du balafon, c'est une valorisation de ce qu'on a de plus cher au nord. Donc je suis venu voir ce que cela vaut pour voir comment on peut faire un transfert éventuel ailleurs chez moi ici. Le festival Diéguélé, c'est aussi le concours du meilleur danseur de balafon, remporté cette année par Koulibaly Ngano. Outre les spectacles, le festival s'est enrichi avec la conférence débat sur le thème culture et développement local. La culture renferme deux dimensions, une dimension matérielle et une dimension immatérielle. Le développement aussi renferme les deux notions, c'est-à-dire matérialité et immatérialité. L'aspect matériel de la culture, c'est cet aspect-là qui concourt à générer des ressources financières, mais aussi à créer des emplois. Le festival Diéguélé 7 prend fin ce soir avec le concert de l'artiste malien Abdoulaye Diabaté et bien d'autres au stade municipal de Boundiali en présence de nombreuses personnalités. Et on distille aussi de l'humour. Dans ce 20h, justement, bonjour, votre émission d'humour que vous aimez et qui est produite par la RTI, fait le tour dans le pays. L'équipe de production et les humoristes ont fait escale à Fekese-Dougou dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et le riz était au rendez-vous, nous rapporte Pagasoro Kone Demadonji. C'est ici, à la place Alassane Ouattara de Ferké, ville située dans la région du Tchologo, au nord de la Côte d'Ivoire, que humoristes, équipe de Bonjour, émission humoristique de la RTI, parrains, élus, cadres et populations se sont donné rendez-vous pour des moments de rire et de gaieté. Sur le podium, les humoristes très inspirés tiennent le public en haleine. Soleil de Ferké s'appelle allumé cigarette. On est arrivé au fait, on a vu un poulet, le temps de la neveu, c'est plus. On dit, il y a quoi? Il dit, voilà, il est débardeur. Au nom du directeur général, M. Fosseni Dambélé, qui dit merci encore à cette vaillante population de Ferké. Parce que ici, regardez, c'est l'union totale. Et Bonjour aussi, c'est ça. C'est de se retrouver, passer des temps agréables ensemble. Tout le monde est présent ici ce soir pour dire bonjour Ferké. La qualité des prestations des humoristes fort appréciée par le représentant du président du conseil régional du Tchologo, patron de ce grand rendez-vous du rire, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, et par le parrain, l'honorable Siloué Nyeneyeri Jacques. Ils se réjouissent de la forte mobilisation des populations, mais surtout de la discipline dont elles ont fait preuve. Cette cérémonie n'a été possible que par la volonté de certaines personnalités. Je voudrais exprimer en votre nom à tous
et en mon nom personnel, notre gratitude et notre profonde reconnaissance à un homme d'exception, M. Téné Braima Ouattara. Je voudrais adresser nos sincères remerciements à M. le directeur général de la RTI et à tous ses collaborateurs qui animent l'émission Bonjour. La joie des autorités partagée par le public sortent nombreux pour communier avec les humoristes. On ne croyait pas, on ne connaît pas. On nous a dit non, bonjour 2023, ça fait que on ne croyait pas. Et Dieu a fait vraiment que le rêve s'est réalisé. Donc on tient à vous dire merci et merci aussi au ministre d'État. C'est la première fois. Franchement dit, on est très heureux. On est là, même si c'est à 1h du matin, même si c'est à 3h du matin, on est là, on est très content. Ça permet de savoir, de voir directement en live ce que nous voyons à la télévision. Et vraiment, on est très satisfait. C'est l'avis de tout le monde à Ferké ici. Fini Bonjour 2023 à Ferké. Prochaine destination pour humoristes et équipes de production d'autres villes de l'intérieur pour plus d'humour et de rire. À Ferké ici, moi j'ai vu moto qui parle. Il y a un gars qui a appuyé moto là, et puis j'entends patron ici qui donne, ici qui donne, ici qui donne. Voilà, et que c'est beau de sourire à la vie, ça se passe pas ailleurs sur RTI 1. Justement, nous allons parler maintenant de dédicaces. Il s'agit des écrivains Coulibaly Lassina et Venance Conan qui viennent de dédicacer des ouvrages. Et cette activité s'est faite autour du thème de l'ivoirien nouveau. Machati Ouattara, Didier Nguessan. Mettre en avant le travail, la probité, l'amour pour son pays et le respect des institutions. Ceci n'est pas un idéal, mais le concept de l'ivoirien nouveau dans les œuvres littéraires de Venance Conan et du professeur Lassina Coulibaly. Le dernier est l'auteur de la doublure et du monologue. Le premier a écrit Robert et les Catapillars, ses ingrats, Catapillars, chef de village. C'est à travers ces différentes œuvres poétiques et romantiques que les auteurs se proposent de promouvoir l'ivoirien nouveau dans les institutions d'enseignement supérieur afin que le concept habite la relève de ce pays. Que la notion d'ivoirien nouveau soit la métaphore obsédante de cette jeunesse et qu'elle puisse s'honorer d'être des citoyens modèles. Nous avons décidé de faire une tournée, ce qu'on appelait notre dédicace tour, faire des dédicaces dans les universités et pour promouvoir l'ivoirien nouveau. Nous pensons que c'est notre petite contribution aussi, parce que c'est bien beau d'avoir la Côte d'Ivoire qu'on a là, mais il faut pouvoir penser à la pérennisation de ce qui est réalisé, l'entretien de ce qui est réalisé. Et il faut que ce soit fait par une jeunesse qui développe un certain nombre de valeurs. C'est inculquer à la jeunesse ivoirienne des codes de valeurs de travail, codes de valeurs d'éthique, codes de valeurs de probité, pour permettre donc le développement de cette conscience-là, qui va permettre l'émergence de ce que nous avons appelé l'ivoirien nouveau. Cette série de dédicaces a débuté ce 14 mars 2023 à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Et on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. Je suis en compagnie d'un confrère, le journaliste écrivain Serge Billet. On parlera du prince Aniaba, le mousquetaire ivoirien de Notre-Dame de Paris et son dernier ouvrage. Je vous retrouve avec plaisir, Serge Billet. Alors, après Aimé Césaire, Houphouët-Boigny, j'en passe et j'en oublie, puisque vous en avez tellement écrit. Votre nouvel héros est Aniaba, ce qui vous venez d'écrire. Qui est ce prince et où il est? Aniaba est un garçon qui a connu une histoire extraordinaire. C'est un prince éotilé qui s'est retrouvé otage chez les Essouma lorsque les Essouma ont vaincu les Éotilés et qui ensuite s'est retrouvé en France parce que lorsque les Essouma ont voulu faire des transactions avec la France, et donc il y a eu un gage, les Français ont laissé en otage, entre guillemets, donc un prêtre, et puis Aniaba est parti donc, comme gage aussi donc, en France avec un de ses compagnons, et là commence son aventure, d'abord avec des religieux, ensuite il rencontre Louis XIV au château de Versailles, Louis XIV le fait baptiser et l'envoie donc dans une compagnie de cavalerie où il devient mousquetaire, le premier mousquetaire noir, il fait la guerre en Belgique, et puis après donc les Français veulent le ramener à Signy pour l'installer sur le trône, et c'est là que tout part en vrille. Vous allez nous en dire davantage. La vie de ce héros du XVIIe siècle vous a fasciné, tout comme nos reporters Serge Pacom, Didier et Franck Audio qui ont lu et bien résumé votre ouvrage. On va suivre ensemble et on en rediscute. Le sud-est ivoirien est connu aujourd'hui pour ses plages magnifiques et ses sites touristiques, mais également pour son passé glorieux et ses figures légendaires. Ses habitants s'enorgueillissent de leurs ancêtres
au nombre desquels figure le prince étoilé Jean-Louis Aniaba. L'œuvre littéraire Prince Aniaba, le moustiquaire ivoirien de Notre-Dame de Paris, écrit par le journaliste écrivain Serge Bilé, retrace à travers l'exemple du prince Aniaba un pan de l'histoire de la Côte d'Ivoire et ses rapports avec la France. Ce livre de 202 pages explore donc l'incroyable destin de Louis-Jean Aniaba. Réalisé pendant 5 ans, cette œuvre raconte son enfance à Assini et son voyage en France. C'est à l'âge de 15 ans que le prince Aniaba est envoyé en France par le roi d'Assini de l'époque, une façon d'engager des rapports commerciaux entre la France et le littoral ivoirien. Arrivé en France, il est reçu par le roi Jean-Louis XIV, le roi de France, qui le prend en amitié. Il le fait baptiser. Traité donc avec égard à son arrivée en France, Aniaba devient mousquetaire en Picardie, puis est renvoyé chez lui, dans la perspective d'être couronné et de servir les intérêts de ses nouveaux amis. Les circonstances de son voyage retour, l'accueil que lui réservent les siens à Assini. Autant de questions que traite l'auteur Serge Bilé dans cette œuvre qui constitue la 28e de sa carrière d'écrivain. Voilà, et donc ouvrage bien lu, bien résumé pour nous par Serge, pas comme Didi, Franck Wadio et Sephora Zegui, notre consoeur de RTI 1. Alors comme l'historienne Henri Darry Diabaté, grande chancelière, qui a publié en 1975 une œuvre sur Aniaba et Nassigné à la cour de Louis XIV, vous vous intéressez à ce prince Aniaba. Et il est le mousquetaire ivoirien de Notre-Dame de Paris, comme vous le dites. Dites-nous, quel est le trait d'union entre la cathédrale de Paris et Aniaba? Oui, effectivement, on a tous été surpris lorsque la cathédrale a pris feu. L'anniversaire, c'est bientôt, donc au mois d'avril, et que le roi, donc Amondofu V, donc a apporté une offrande pour pouvoir donc participer à la reconstruction. Et il a dit à cette époque-là, il a dit à ce moment-là, que c'était en raison des liens qu'il y avait entre son royaume et la cathédrale Notre-Dame de Paris. En référence donc à Aniaba. Aniaba, parce que ce qu'il faut savoir, lorsque Aniaba arrive à Paris, on lui conseille d'aller visiter Notre-Dame de Paris, et là, il est transfiguré. Et il décide d'être baptisé. Et c'est comme ça qu'il rencontre Louis XIV. Donc après, il y a toutes les péripéties lorsqu'il est envoyé, donc, comme je disais, en Picardie et qu'il devient mousquetaire. Et au moment où il doit rentrer à Assini, en 1701, il décide de lui-même de créer un insigne, des insignes de chevalerie. Et il demande l'accord de Louis XIV, qui lui donc donne son accord. Et là, il va à la cathédrale de Paris, pour Notre-Dame de Paris, pour recevoir ces insignes. Donc la cathédrale est au début de la mission d'Aniaba et à la fin de sa mission, en tout cas la fin de sa mission française. Et c'est pour ça que c'était important que, pour le roi, au moment de l'incendie, de participer naturellement donc, à cette reconstruction. Donc un pont Assini-Paris, vous allez nous en dire davantage. Alors l'épopée commence, vous l'avez dit, en 1687, et selon l'histoire, vous l'avez dit également, Aniaba est envoyé cette année-là en France. Dites-nous, quel est le sens de ce voyage? Vous savez, Aniaba n'avait que 15 ans. Vous savez, à l'époque, il faut se remettre dans l'époque. Quand il y avait des guerres comme ça, ou quand il y avait des traités commerciaux, on avait l'habitude de prendre des otages ou d'avoir des gages qui étaient des gages humains. Et donc, Aniaba était le gage humain, comme quoi, effectivement, ces forts français seraient donc construits à Assini. Mais ce n'était pas seulement que les forts, c'est que ce qui est intéressant pour eux, au-delà des forts qui vont permettre effectivement le commerce, c'était aussi d'exploiter l'or, parce qu'on pensait qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'or à Assini. Et on disait, et les Français disaient qu'ils voulaient faire d'Assini le nouveau Pérou, c'est-à-dire que quelque chose d'extraordinaire. Et donc, il y avait des gages humains, et Aniaba était le gage humain, comme quoi les Essouma allaient respecter leurs paroles et permettre aux Français de venir s'installer. Et Aniaba bénéficiait de la protection de Louis XIV. C'était une protection intéressée? Forcément, à cette époque-là, on ne fait pas des choses gratuitement. Et ce qui est intéressant pour lui, c'est qu'il rentre dans une aristocratie où il est hyper bien accueilli. Il bénéficie non seulement d'une certaine somme d'argent, il bénéficie de précepteurs, il bénéficie de chevaux. En tout cas, il était dans les bonnes grâces, comme on le dit chez nous ici en Côte d'Ivoire. Et il prend plaisir aussi à s'occuper des femmes françaises. Donc voilà, Aniaba a une très très belle vie. D'ailleurs, au moment où on veut le ramener en Assini, il ne veut pas, il veut rester. Et il passe 10 ans. Et oui, son compagnon Anouma est rentré, mais lui, il ne veut pas. Et finalement, on va lui forcer la main pour qu'il rentre. Et c'est à la mort du roi d'Assini qui va quitter la France après 10 ans pour regagner la Côte d'Ivoire, son pays, dans la perspective d'être couronné. Mais ce rêve ne se réalisera pas. Oui, parce que
le rêve des Français, c'était d'installer quelqu'un qui serait donc à leur solde. Et donc, naturellement, le roi Akassini, qui avait succédé donc, au roi Zéna, était sur le trône, et Aniaba ne pouvait pas prendre ce pouvoir. Donc, ils sont partis avec des soldats pour appuyer Aniaba, pour qu'il puisse justement prendre le pouvoir à Assini. Malheureusement pour lui, la population d'Assini faisait bloc derrière son roi, et il était hors de question de pouvoir laisser la place à qui que ce soit, et donc l'entreprise a échoué. D'accord. Et justement, son ascension, ses privilèges prennent fin après de multiples désaccords avec les autorités françaises. Dites-nous, que vous inspire un tel destin hors du commun? Disons que, déjà, pour moi, c'est important, ça fait partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire, et puis c'est aussi une histoire qui se répète. On voit bien que ce qu'on appelle aujourd'hui la France-Afrique, elle prend déjà racine dès Louis XIV. On voit bien que Aniaba est le précurseur, malgré lui, des coups d'État en Afrique. Donc ce sont des choses qui sont intéressantes aussi. Et les leçons que vous en tirez? Les leçons qu'on en tire, c'est que justement, les peuples doivent être capables de pouvoir se souder pour éviter que ce genre de choses, que des interventions extérieures puissent manipuler, puissent chambouler l'ordre établi dans ces pays-là. Et donc c'était le cas à Assini, et ça, on peut leur dire bravo. D'accord. Avec Boni, l'un de vos ouvrages, L'esclave guyanais, vous posez un pont entre la Guyane et la Côte d'Ivoire. Et avec le prince Aniaba, on voit tout de suite, c'est un pont entre la Côte d'Ivoire et la France. Alors, quel message du journaliste écrivain, du chercheur que vous êtes? En fait, nous les chercheurs, que ce soit les historiens, que ce soit les journalistes, notre travail, nous, c'est de chercher l'histoire, de la raconter. C'est très compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup d'archives, et que d'ailleurs la plupart des archives se trouvent en France. Et aujourd'hui, grâce à des recherches et puis grâce aussi à ces archives qui s'ouvrent, on a pu avoir des éléments nouveaux qui complètent le travail donc, de Dariet Diabaté, et puis en plus surtout l'ouvrir à une population plus jeune qui ne connaît pas cette histoire, avec une lecture beaucoup plus simple. Donc l'important pour nous, c'est de transmettre l'histoire. Et souvent, il n'y a pas de message plus particulier que connaître son histoire. Tout à l'heure, au moment de ma dédicace, j'étais donc avec une consoeur à vous qui me disait qu'elle était issue d'une ethnie qu'on appelait les Neyos. Et je lui dis, mais est-ce que tu sais que les Neyos étaient des vendeurs d'esclaves? Elle m'a dit, mais non, c'est pas possible. Et donc je lui prends un de mes livres, qui était le livre Boni, dans lequel j'ai rapporté des archives sur ces Neyos qui, en 1725, ont détruit un village voisin, ont pris des Ivoiriens et les ont vendus aux Français, et les ont vendus en plus à un prix dérisoire. Donc c'est pour dire que connaître l'histoire, c'est aussi connaître ce que nous avons été, c'est apprendre aussi à être plus tolérant, être capable de pouvoir mieux s'ouvrir les uns aux autres. Et le problème aujourd'hui, c'est que justement, nous parlons de choses que nous ne connaissons pas. Notre histoire regorge de faits très riches. Malheureusement, ces archives se trouvent en France, mais dans ces archives-là... Et tout le monde n'a pas les moyens pour s'y rendre. C'est vrai. Tous les chercheurs n'ont pas les moyens pour s'y rendre, pour connaître cette histoire, cette très belle histoire de notre Afrique. Ceux comme moi qui peuvent le faire, mais il faut faire leur travail, et c'est important de faire son travail. Et finalement, on a la réponse à la question pourquoi le roi du Sang-Vie, Amon Ndoufou, a fait le don à la France pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, emportée par les flammes. Je répète ma question, les ponts que vous tissez entre les pays étrangers et la Côte d'Ivoire. Disons que ça permet déjà de mieux nous connaître. On n'a pas l'air comme ça, mais quand on fait le travail avec les Boni, c'est extraordinaire. Justement. De voir comment est-ce que des esclaves ivoiriens, Agni, Baoulé, sont partis au Suriname, après sont retrouvés donc en Guyane, et ont réussi à conserver la culture, une partie de la culture de chez nous, avec des prénoms de chez nous, Kwame, Kofi, Afiba. Donc ça apprend aussi à nous connaître, parce que quand on connaît son histoire, on apprend à se connaître. Donc connaître notre histoire dans le rapport qu'on a eu avec les autres, que ce soit donc dans les Outre-mer, ce qu'on appelle les Outre-mer aujourd'hui, ou dans les rapports qu'on a eu avec la France, ça permet de mieux nous connaître et peut-être aussi de mieux nous rassembler. J'entendais tout à l'heure dans un reportage on disait que c'était bien important de se retrouver parce qu'on a connu des crises qui étaient difficiles. Et c'est vrai, c'est important de dire ces choses-là. Mais se retrouver, c'est bien. Et l'histoire permet de se retrouver aussi. Merci beaucoup, S.H. Bilé. Merci de percer les secrets. Il faut pouvoir renforcer ces mémoires vivaces que vous rapportez. Il faut le faire, et on essaye de le faire modestement avec les moyens que nous avons. Mais c'est important qu'on accorde une place aujourd'hui à la recherche, qu'on accorde une place aujourd'hui à l'histoire, parce que l'économie passe aussi par une connaissance de son histoire. L'histoire et la culture, c'est primordial. En 30 minutes, ce personnage vous a fasciné, vous, S.H. Bilé, oui, Aniaba. Oui, je mentirais. Qu'est-ce qui vous a fasciné? Je mentirais si je disais le contraire, parce que je me suis retrouvé un peu en lui. Moi, je suis parti à l'âge de 13 ans, donc je sais ce que c'est que de partir très jeune en France et de se retrouver dans un pays qui n'est pas le sien. Je sais ce que c'est que de se battre pour ne pas s'acculturer, pour pouvoir garder une partie de soi-même. Je sais ce que c'est. Donc, j'imagine sa douleur, j'imagine ce qu'il a pu vivre. J'imagine aussi ses joies avec des rencontres nouvelles et extraordinaires. Et tout ça, c'est important. Et cette jeunesse devait retenir en un mot?
Mais la vie d'Aniaba. Il faut déjà que chacun se retrouve soi-même. La jeunesse d'Aniaba et sa jeunesse, la connaître permet donc à chacun de voir quelles sont les choses qu'il faut éviter, quelles sont les choses qui peuvent aussi être extraordinaires. Et ça permet à chacun de se ramener à lui-même et peut-être d'être meilleur. Merci beaucoup, Serge. Vous êtes revenu au pays. 13 ans, vous êtes parti, vous êtes là aujourd'hui. 50 ans. Et vous continuez d'écrire. Je continue d'écrire, oui, je travaille déjà sur un prochain livre pour le mois de septembre. Merci beaucoup, Serge Billet. Voilà, avec Serge Billet, chaque livre devient comme un nouveau voyage, un voyage instructif sur notre histoire et les hommes qui l'ont marqué. Reste que ces œuvres, comme je l'ai dit, vivaces, mémoire, soient davantage consolidées pour le rayonnement de notre culture. Vive donc la culture africaine. Merci Serge. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec le même plaisir, le même bonheur, le même sourire demain 20h.